Yo les potes. Bon, petite intro pour YouTube, coucou tout le monde. Du coup ce soir, ou en fonction des gens sur YouTube, on va se baser sur ce rapport qui est le rapport Messari sur les tests de 2024. Donc qui fait le point sur ce qui s'est passé en 2023, mais aussi sur les tests à attendre de 2024. C'est un rapport qui est fait annuellement par Messari. Messari qui est un site qui analyse de nombreuses crypto-monnaies. Il y a des rapports gratuits, il y a des rapports payants. Moi par exemple, avec Coin Academy, j'ai un petit abonnement, je crois que c'est à 75 € par mois, qui permet d'avoir accès justement dans la partie research à des reporting. Donc ce rapport il fait 193 pages. Moi je vous avoue que j'ai plus le courage d'entendre vraiment les manger les 193 pages. Donc ce que je fais c'est que j'avance à la va-vite, j'ai déjà fait le travail sur les 150 premières pages. Parce qu'en fait, tout simplement dans les premières pages, on fait le point sur des choses qu'on sait déjà, bref. Ensuite, on a les pics de l'équipe de Messari. Alors, l'équipe de Messari, elle est composée de plein de personnes différentes, avec des goûts différents. C'est intéressant de voir ce qui ressort. Donc, à chaque fois, vous avez le plus grand gagnant, le plus grand perdant, les actifs qui sont principalement holdés par la personne en question, et qu'est-ce qu'il a tendance à aimer. Souvent, ce qui ressort chez Messari, c'est naturellement du Bitcoin, du Solana, et de temps en temps de l'Ethereum et de la DeFi. C'est ce qu'on va voir. Donc là, on a par exemple Bitcoin Solana, Bitcoin Ethereum Render. Donc Render, vous savez, écosystème de cartes graphiques décentralisées. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous ai fait une analyse en live qui a été condensée sur ma chaîne YouTube qui n'ont pas vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Biggest Loser PP, donc lui il a joué le meme coin. Qu'est-ce qu'on a donc? De l'Ethereum, du Celestia, du Rocket Pool. Rocket Pool qui a un concurrent plus décentralisé de Lido. Et AKT, donc concurrent de Render Token justement, toujours pour proposer des CPU et des GPU sur un réseau décentralisé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est dans les likes ici. Dans les likes, il nous dit bien le côté IA et crypto, ça lui plaît. Il parle également des coprocesseurs. Ensuite, Eigenlayer, protocole de restaking. Donc ça c'est pareil, Eigenlayer à suivre de très près. Je me permets de le mettre sur le site Coin Academy. Donc qu'est-ce que c'est un protocole de restaking? L'idée c'est de remettre en jeu ces jetons Ether pour sécuriser deux types de protocoles et toucher des rendements supplémentaires. Tout simplement, peut-être qu'un jour Eigenlayer aura son propre jeton. Voilà. Ensuite, donc là on est encore sur du Depin, hein, donc Render Token, AKT. C'est quoi Depin? J'ai pas compris. Depin, c'est infrastructure décentralisée. C'est mettre à disposition du matériel, un réseau, une imprimante 3D, un réseau Wi-Fi, une carte graphique. En gros, tu loues ton matériel à quelqu'un d'autre pour constituer un réseau décentralisé et t'es payé pour ça. Donc, c'est mettre à profit un petit peu l'intérêt même de la monétisation dans un réseau décentralisé finalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écosystème Solana et les meme coins. Ouais. Ensuite, Network and Apps will comparably less bots civil. Ouais, donc des réseaux protégés contre les attaques civiles. Question pour le chat. En tout cas, est-ce que dans le chat, vous savez ce que c'est une attaque civile? Oui, non, yo, non. Je vais le réexpliquer pour les gens qui savent pas ce que c'est. Une attaque civile, c'est tout simplement une attaque où en fait, tu arrives à démultiplier ton identité sur un réseau, soit pour faire crasher un réseau, soit pour en extraire de la valeur. Par exemple, quand tu fais du farming d'airdrop, tu peux t'amuser à créer plusieurs wallets avec des adresses IP différents, par exemple des réseaux différents, peu importe. Créer plusieurs wallets pour pouvoir justement maximiser ton airdrop. Et bah, du point de vue du protocole, c'est une attaque civile parce qu'en fait, tu viens avec plusieurs identités sur ce réseau. Je sais pas si on a fait un article à ce sujet. Si, on a fait. On va relire ça ensemble vite fait. C'est une base hein, dans les réseaux décentralisés et dans la crypto. Il faut vraiment savoir ce que c'est une attaque civile. Étant donné l'avènement des réseaux peer-to-peer, un grand nombre de personnes s'intéressent aux réseaux décentralisés. Les multiples hacks, 7 ou 8... Bon, ça on s'en fout, c'est l'intro. Nommé en référence au livre Sibyl qui traite d'un cas d'étude d'une femme diagnostiquée d'un trouble dissociatif de l'identité, une attaque civile est une attaque informatique. Couramment observée sur les réseaux en pair à pair, une attaque implique un utilisateur malveillant tentant de contrôler ou manipuler le réseau à l'aide de multiples comptes. Il s'agit donc d'une entité tentant de contrôler plusieurs entités d'un réseau. Je pense que c'est assez clair. Et justement, on me dit dans le chat WorldCoin, l'idée de WorldCoin, ça a été de proposer une alternative qui permettrait de lutter contre les attaques civiles, puisque dans WorldCoin, en fait, tu vérifies ton identité en ligne avec l'iris de ton œil qui est censé être une signature unique. Ce qui fait que si tu rattaches un protocole à une identité et que cette identité, t'arrives à avoir un système assez performant pour prouver que la personne elle est bien unique, et bah tu as un système qui est assez robuste. Par exemple, pour éviter le Sibyl, tu vas avoir ta pièce d'identité. La pièce d'identité, elle est émise par un gouvernement. Donc tu peux pas dupliquer ta pièce d'identité parce qu'il y a tout un process de sécurité derrière. Le problème, c'est que c'est émis par le gouvernement, donc tu as un système centralisé par le gouvernement. Donc la vraie question depuis le tout début sur Internet, c'est comment on arriverait à
transposer une identité sur Internet de sorte à ce qu'une personne ne puisse pas tricher pour créer plusieurs identités. Par exemple, tu vois, quand tu lis Bitcoin White Paper, tu vois, même si Satoshi il savait qu'il était un petit peu dans l'utopie, de base, il voulait un système où il disait une personne sur Internet, enfin un processeur égale une personne. Also resolve the problem of determining representation majority decision. Si la majorité était basée sur une adresse IP égale un vote, enfin bref. Le proof of work est essentiellement un processeur égale un vote. Mais tu peux avoir plusieurs processeurs gérés par une seule personne. Les IK ou Rollup vont nous aider à améliorer l'identité numérique, mais il va falloir plus que ça. Alors pourquoi on parlait des attaques civiles? Ah oui, parce que justement, ils croient beaucoup au fait qu'il faut qu'on développe des solutions contre les attaques civiles. Je suis d'accord. Si tu as un protocole qui arrive à faire un truc un peu moins craignos que WorldCoin contre les civils, je mets la maison dessus. Ça va vraiment régler un gros problème. Ensuite, donc, écosystème Solana. Lui, il parie sur l'écosystème Solana. Lui, il parie sur le Depin. Mais il nous parle d'autres trucs intéressants. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de lire les rapports. Là, par exemple, dans les likes, donc il nous dit Depin. Mais il nous dit aussi les exchanges décentralisés spécialisés dans tout ce qui est perpétuel. Donc, tu as Hyperliquid et Aevo dont on vous a parlé avec CryptoPixel, dont je vous ai parlé aussi en live. VRTX, je ne connais pas. Pour le coup, Vertex Protocol. Pure Arbitrum. Les coprocesseurs ZK, on va en parler tout à l'heure tous ensemble. Et ensuite la DeFi. Donc Athena Lab, je connais pas. Osmosis et Sommelier sur Cosmos. Ensuite, lui, il nous dit BTC, Ethereum, Solana, Render, donc du Depin. Mais il nous parle aussi de Zero Knowledge Machine Learning. Des solutions de management de clés, donc tout ce qui va être account abstraction, etc. Des solutions de scaling, donc les layer 1. Personne ne parle d'interopérabilité. Bah, factuellement, des gros protocoles d'interopérabilité qui, spéculativement parlant, ont bien marché, j'en connais pas trop. Hein. Je mets par exemple Synapse. Synapse, il est dans la catégorie Bridge Governance Token. Voilà. Si t'as Picasso sur... Putain, ouais, t'as Picasso sur Polkadot qui a bien pris. T'as Axelar qui a fait une petite poussée, effectivement. Mais le problème, c'est que la sécurité, elle est pas insane, quoi. Par contre, quand on va avoir Layer 0 qui va lancer son jeton... Là, ça va être sympa. Hyperlane aussi, mais Hyperlane n'a pas de jeton. Ensuite, application mobile. Protodank Sharding, donc prochaine mise à jour de Ethereum. Ethereum Chain Abstraction. Restaking avec les Gun Layer. Liquid Staking. Donc lui, il est très très DeFi. Hein. Donc DeFi, mais qu'est-ce qu'il possède comme jeton et quels sont ses big losers? Alors là, c'est intéressant. Son plus grand winner, bah, du coup, c'est AKT. Computing décentralisé. Il continue dans Hold. Ensuite, il a du YDX, donc DEX décentralisé. Il a du Illuvium, qui est un jeu Web3. Il a du Sin, qui continue de garder, qui est un jeton de gouvernance pour un bridge. Lui, il est toujours à fond dans l'écosystème Solana. Et lui, il nous parle de Monero. C'est intéressant qu'on ait un petit Monero boy là-dedans. Parce que Monero, c'est vrai que c'est un jeton vraiment à part. Mais d'un point de vue monétaire, Monero, c'est un token qui est extrêmement intéressant. Parce que avoir un jeton intraçable d'une part, mais avec une politique monétaire un petit peu différente de Bitcoin, mais qui reste quand même très intéressante. C'est-à-dire, on n'a pas un supply limité de jetons. On a une inflation constante, mais c'est une inflation qui est prévisible, de sorte à ce que ceux qui font tourner le réseau, ils aient toujours une incentive économique à le faire. Parce qu'il y a le débat sans fin de est-ce que le jour où Bitcoin a un trop petit block reward, les frais de transaction seront suffisants? Je ne pense pas. Donc lui, BTC, ETH, Solana, AKT, Render, ouais, donc on est toujours sur du Layer 1 alternatif. On a du Luxo aussi, qui est un Layer 1 spécialisé, tokenisation, NFT, etc. Et il a eu de l'action Coinbase. Ok. Et lui aussi nous dit qu'il aime beaucoup les coprocesseurs ZK. Donc c'est revenu plusieurs fois le coprocesseur ZK. Mais pour le moment, il n'y a pas de jetons disponibles. Voilà, pour ceux qui disent comment on achète et tout, il n'y a pas encore de jetons disponibles sur les coprocesseurs ZK. Mais vous inquiétez pas, en 2024, ça va tomber. On va suivre ça avec attention. J'ai plusieurs projets à ce sujet-là, d'ailleurs, je les ai tweetés. Et donc, un coprocesseur, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir processer de la computation complexe en parallèle d'une blockchain, en utilisant les données de cette dite blockchain. Par exemple, je sais pas moi, tu veux faire une application DeFi un peu complexe avec la gestion dynamique et tout, des emprunts, des prêts, du taux, etc. Ça peut se passer avec un oracle, mais si tu commences à faire des exécutions de smart contract à la boucle, le problème c'est que ça peut te revenir potentiellement beaucoup plus cher. Donc l'idée, c'est au lieu de payer plein pot en smart contract, en frais de gaz, eh bien tu peux, on va dire, scaler ta computation sur un projet de coprocesseur, et c'est ce qui va se passer. Donc du coup, plus on va avoir de coprocesseurs différents, plus on va commencer à avoir des applications de plus en plus complexes dans l'écosystème crypto, parce qu'en fait, le coprocesseur, c'est un peu comme un plugin qui vient booster la puissance d'une blockchain, en fait. D'abord sur Ethereum.
Mais on en parlera plus en détail et mieux bientôt des coprocesseurs. J'ai besoin de mieux maîtriser mon sujet encore. Ensuite, Chasing Meme Coin. Donc sinon, Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Arbitrum, MyLady, les NFT, Winner, je sais pas ce que c'est. GMX, c'est un DEX. Grail, je crois que c'est un DEX. Et donc, qu'est-ce qu'il aime, lui? Tout ce qui est réseaux sociaux décentralisés, exchange décentralisé, Layer 2 et Gamblefy, donc tout ce qui est casino. Ok, Winner, casino. Et Mike, pour terminer, donc les Bitcoin, Ethereum, Solana, des NFT. Lui, il aime bien les nouveaux coins de nouveaux cycles. Donc, BitTensor, Celestia. Le top 10 des produits de 2024. Donc, il y a beaucoup de produits qu'on connaît déjà. Bon, l'USDT sur Tron. Très bien. Base, le layer de Coinbase. Très bien. Celestia, on en a parlé maintes et maintes fois. C'est assez impressionnant tout de même de voir les performances de Celestia, j'avoue. C'est la narrative modulaire, donc ça fait sens. FireDancer, pas encore sorti. C'est le prochain client Solana. Qui sera un client en C qui va permettre de booster les performances de Solana, mais aussi sa sécurité, parce que la blockchain tombera beaucoup moins souvent en panne, en théorie. Ouais, je lis le rapport. Farcaster, bah, c'est le réseau social on-chain, c'est ce qu'on parlait juste avant. GBTC, c'est le produit Bitcoin de Grayscale. Lido, bon, Liquid Staking. CCIP, c'est le protocole cross-chain ou inter-chain qui permet à différents projets de communiquer entre eux. Blur, Brainblast, ça c'est tout ce qui est NFT, marketplace de NFT, protocole de NFT, etc. Je maîtrise moins. En tout cas, c'est intéressant de voir que Blur ont vraiment mis une calotte à tout le monde avec leur airdrop de jetons. Merci beaucoup Zels pour le sub, vous êtes déjà à 3 subs ce soir. Project Guardian, donc ça c'est un projet bancaire, mais je vais quand même vous en parler parce que je l'ai découvert avec ce rapport Messari. Donc on apprend dans le projet Guardian que JP Morgan, qui est une des plus grosses banques au monde, bosse avec Avalanche, Layer 0, Axelar, Oasis et Provenance, qui est un autre Layer 1 moins connu, pour gérer de la tokenisation. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? La première chose à retenir, c'est qu'ils ont choisi Avalanche pour ce projet et pas Ethereum. Merci Milkwise pour le sub. Ils ont choisi également Axelar et Layer 0 pour l'interopérabilité multi-chain. Oasis très probablement pour la privacy, parce que c'est une privacy chain de mémoire, et Provenance, je sais pas trop. En tout cas, ils ont choisi Avalanche et j'avoue avoir été assez impressionné par ce choix technique. Mais d'un autre côté, c'est quand même une bonne petite chaîne Avalanche, hein, on va pas se mentir. Hein. Les Layer 1 trendy. Ok, donc tous les réseaux liés à Ethereum. Voilà, multi-chain world. Donc ça, je zappe un peu rapidement. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'est pour nous montrer un petit peu la décentralisation. Alors déjà, premier détail qui est quand même assez intéressant, c'est que Avalanche est beaucoup hébergé sur Amazon, forcément puisqu'ils ont fait un partenariat avec Amazon pour faciliter la création des nœuds. Cardano est très décentralisé sur la gestion des nœuds, je tiens à le noter. Quand il y a des trucs bien, faut le dire, il se passe pas grand chose, mais ça c'est du réel. Solana très décentralisé parce qu'en fait la rouge c'est Other Provider, c'est-à-dire qu'il y a plein de providers différents. Aptos, assez centralisé. L'évolution de la peur de la censure, donc ça c'était à l'époque des blocs OFAC. Voilà, c'est quand tu es une entreprise qui gère de la gestion de blocs, si tu es une entreprise américaine, bah, tu es obligé d'être OFAC compliant, c'est-à-dire de censurer certaines transactions, ça veut dire que tu ne les rajoutes pas au bloc. C'est une censure qui fait pas trop sens parce que en fait, comme vous êtes plusieurs à créer des blocs, toi, en tant qu'entreprise américaine, oui, tu vas pas prendre les transactions, tu vas pas faire passer des blocs, mais ton voisin qui n'est pas obligé de suivre cette réglementation, lui, va faire passer les transactions dans les blocs. Donc en fait, au final, les transactions, elles passent quand même. C'est juste qu'elles passent pas par toi. Ensuite, bull case for Ethereum. Donc là, oui, bon, c'est 2024. Donc qu'est-ce qu'on a en 2024 sur Ethereum? Beaucoup plus de count abstraction, parce qu'il y a plein de mises à jour du protocole qui vont être faites dans ce sens. Proto-Dank Sharding qui devra arriver pour mars 2024, qui va diviser par 10, voire plus, les frais de transaction liés au roll-up. Donc on va avoir beaucoup plus d'activité sur les roll-up. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit Celestia va bientôt rendre les layers de Ethereum aussi peu chers que des transactions sur Solana. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les roll-up d'Ethereum stockent la majeure partie de leurs données sur Celestia plutôt qu'Ethereum, ça va casser les coûts de stockage et donc ça va permettre au roll-up de rester rentable en proposant des frais relativement bas. Alors, aussi bas que Celestia, que Solana, n'abusons rien, mais il y a moyen que ce soit vraiment très 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 bas. Merde, je comprends rien à Celestia du coup. En gros, en tant que layer 2, tu peux gérer ton exécution sur ton layer 2, stocker une partie des données sur Ethereum et stocker une autre partie des données sur Celestia. Là, en l'occurrence, l'idée, ce serait de stocker une preuve sur Ethereum
et les données de transaction qui sont généralement beaucoup plus volumineuses sur Celestia. Comme le coût de stockage sur Ethereum il est nettement supérieur à Celestia, et bien en faisant ça, tu as un stockage on-chain optimal, c'est juste qu'il est stocké sur plusieurs chaînes, tout simplement. Et donc là, il y a une petite guéguerre entre NIR Protocol et Celestia sur qui va proposer l'espace de bloc le moins cher. NIR Protocol se vante d'avoir un espace de stockage beaucoup moins cher encore que Celestia, à la différence que c'est des techs qui sont différentes. Je pense que la tech de Celestia est supérieure, mais si c'est pour du stockage pur et dur, ça peut être intéressant de se servir de NIR. Et je sais pas si ça a été annoncé, mais il devrait y avoir une petite nouvelle par rapport à Starknet bientôt à ce sujet-là aussi. C'est un token qui m'intéresse, le Celestia, mais le problème c'est qu'il m'intéressait à 2 $. Maintenant il est à 12, donc je le sens un peu comme un con quoi. Tu as vu la nouvelle de Cap Ternoa? Oui, j'ai même parlé avec Ternoa, c'était quand? À Paris avant-hier. On va faire une parenthèse du coup sur Ternoa, puisqu'on a Hugo qui nous en parle. À la base, Ternoa, c'est une parachain de Polkadot. Enfin, non, c'est basé sur le framework de Polkadot dans le but de devenir une parachain de Polkadot. Le souci, c'est qu'en fait, quand tu choisis un projet, tu choisis soit de faire une blockchain à part, soit d'être une chaîne EVM pour profiter de l'écosystème Ethereum, soit tu profites d'un SDK connu comme le Cosmos SDK ou Substrate dans Polkadot. Eux, ils ont choisi Substrate parce que c'est quand même une solution technique assez pertinente. Pas de chance pour eux, Polkadot, ça n'a pas pris sur le cycle de 2020-2021. Donc en fait, là, leur objectif, c'est de transformer Ternoa en Layer 2 sur Ethereum. Donc il m'a donné le contexte, je pense que je peux en parler, il n'y a rien de secret. En gros, Ternoa, à la base, vous savez, c'était des capsules temporelles et après, ils ont commencé à développer plein de use cases utiles avec de la blockchain pour des entreprises et autres. Et il m'a expliqué qu'en gros, ils ont rencontré le cofondateur de Polygon à une conférence, ils ont bien discuté et ils lui ont parlé de Avail, vous savez. À la base, ça s'appelait Polygon Avail. C'est ce qu'on appelle un Data Availability Layer. C'est-à-dire que c'est une couche où on va stocker de la donnée. Ça aussi, c'est une narrative sur laquelle on va beaucoup spéculer sur ce cycle. Le but, c'est quoi? C'est que quand tu as un roll-up, ce roll-up, il va potentiellement exécuter les données sur son propre layer, mais stocker les preuves sur un autre layer. Ça peut être Ethereum, ça peut être Celestia. Celestia, c'est un Data Availability Rollup. Et bien, Avail aussi. Sauf qu'Avail n'a pas encore sorti de jeton. Et je vous le dis, Avail aura un jeton. Donc, je sais pas comment on peut farmer ça. Mais en tout cas, tout ce qui touche de près ou de loin à Avail, il faut le surveiller. Voilà. Et je pense que il va y avoir beaucoup de roll-up, NFT, etc. qui vont se baser sur Avail. Bref. Et donc, je m'attends à ce que Ternoa, Starknet et plein d'autres jongle entre ces différents Data Availability Layer. Donc voilà, en faisant ce choix-là, Ternoa continue de faire ses développements pour entreprises, pour les projets qu'ils incubent, mais il se rattache à l'écosystème Ethereum plutôt que de stagner dans l'écosystème Polkadot. Donc moi, je vous avoue que Ternoa, il y a un monde où je mettrais bien une petite pièce dessus. Hein. Bottom, ouais, on a fait x2 depuis le bottom. Il n'est pas hyper capitalisé. Et c'est des gens que je trouve sérieux, tu vois. C'est-à-dire que c'est des Français, mais on a tendance à avoir un biais assez négatif par rapport aux Français. Mais eux, en l'occurrence, ils font du marketing, ils font du dev, ils font des conférences, ils font des partenariats, ils font tout ce qu'il faut, quoi. Donc pourquoi pas? Je suis pas payé pour vous le dire. Moi, j'ai déjà bossé avec eux sur un truc tout bête, histoire que vous ayez toutes les informations. J'ai été convié pour faire... sur un bateau, on avait une espèce de micro-conférence, un side event pour parler de gaming web 3. Ça s'est fait un peu à la va-vite, en gros, en bouche à oreille. Moi, je n'étais pas en contact direct avec Ternoa. C'était un collègue qui m'a dit, viens... on m'a dit, j'ai besoin d'un influenceur un peu branché gaming. J'ai pensé à toi tout de suite, vas-y. Bref, j'ai fait mon speech. C'est hyper bien passé, on est resté bons collègues. Et depuis ça, et ben voilà. J'ai été payé en jetons Ternoa après coup d'ailleurs pour avoir fait ça. Ces jetons ont été vendus sur ma boîte. Il n'y a plus de jetons Ternoa. Donc là, je peux pas être plus transparent. Je vous ai juste pas dit la somme, voilà, mais je m'entends bien avec eux. Et c'est pas parce que j'ai été payé que je vous dis je mettrai ma pièce dessus, c'est que je le pense vraiment. Et peut-être que je mettrai une pièce, peut-être pas. Je vous le dirai en tout cas si ça se fait. Donc avant de vous laisser, toujours Capet Crypto, n'hésitez pas à vous abonner. On est quasiment à 3000 abonnés, ça fait plaisir. Voilà les copains, passez une excellente soirée. Ciao tout le monde.